Je fais ce petit live parce que j'ai enregistré 4 vidéos concernant ce livre, donc d'ici dans du Maghreb, qui a un chapitre à l'intérieur. Donc chapitre numéro 4, dont il parle du berbérisme contre le jacobinisme arabe. Donc berbérisme, idéologie, comme je vous ai cité une centaine de fois cette semaine, issue de la France coloniale en Algérie du 19e siècle, consacré à séparer les populations entre elles, et le jacobinisme arabe, qui est la centralisation en fait de l'État arabe. Je vais vous lire leur résumé. En fait, je fais cette vidéo pour l'enregistrer plus tard, parce que j'ai enregistré 4 fois la vidéo, mais elle n'est pas passée. C'est un livre en fait de Khadija Mohsen Finan et de Pierre Vermeuren. Je l'ai commandé, j'ai lu en fait, c'est la suite un peu de ce que je fais en fait aujourd'hui, en ce moment comme travail historique sur le berbérisme et son apport, et sa politique de sédition, de séparatisme, entrepris par la France et financé encore aujourd'hui par la France via le MAC qui est objectivement l'épouvantail du berbérisme, c'est-à-dire que le MAC voit tellement ses prétentions tellement folles et disproportionnées qu'ils ne sont pas crédibles, et ensuite, si vous voulez, vous avez le berbérisme par en dessous qui gratte. Tout ça se passe en Algérie, hein, bien sûr. Quand je parle du berbérisme, je ne parle pas en France. Ça ne me concerne pas. C'est de ces effets délétères en Algérie. L'imposition de fêtes totalement farfelues, souvent liées à la corruption du dernier mandat de Bouteflika, du deuxième et dernier mandat, l'avant-dernier et du dernier mandat de Bouteflika quand il était malade, et qui a laissé le pays géré par différentes factions. Et ensuite, si vous voulez, je vais vous lire un petit peu le résumé de ce livre, et on va développer un petit peu pour que je puisse enregistrer cet audio. Donc, je commence. Dans l'histoire antérieure à la colonisation, la question identitaire se posait peu au Maghreb. Les sociétés tribales vivant plutôt séparées les unes des autres, mais les brassages et les circulations d'une part, et les apports idéologiques et culturels imposés par la présence française d'autre part, ont radicalement changé les conditions d'existence dans ces sociétés. De manière ambiguë, souvent paradoxale et sans homogénéité, d'un pays à l'autre, la question berbère a été instrumentalisée par la France coloniale, notamment en Algérie, pour séparer les populations. En 1949, donc la crise berbère, cette question, jusque-là secondaire, en vient à diviser la principale force du nationalisme algérien, donc c'est le parti de Messali Haj, avec les laïcs de Aït Ahmed, donc le parti du peuple algérien, le PPA, rebaptisé MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Cette crise dite berbériste éclate quand la direction du parti, les centralistes, décide au nom de l'unité culturelle, religieuse et politique du nationalisme algérien, établi sur une base arabiste, de se séparer de ses cadres dirigeants du partisan du pluralisme et de l'identité algérienne. Ils sont accusés de fractionnisme, les régimes indépendants en Algérie comme chez ses voisins décident ensuite de refermer la boîte de Pandore lors de l'indépendance au nom du nationalisme arabe. Une idéologie neuve au Maghreb, peut-on dire que le berbérisme est né en 1949. Cette autre idéologie, qui se structure après l'indépendance de l'Algérie, revendique une identité anthropologique, culturelle et linguistique, voire politique des berbérophones, et milite pour la reconnaissance et l'institutionnalisation de la langue berbère. Donc ça, c'est le résumé du livre que vous voyez, là, la pochette, Dissident du Maghreb. C'est un livre qui me paraît assez intéressant, et il y a une vingtaine de pages qui m'intéressent au tout point, consacré en fait au berbérisme contre le jacobinisme arabe. Encore une fois, c'est un travail historique, ce n'est pas un débat de comptoir, on se fie juste à l'historiographie, c'est-à-dire à l'étude des documents historiques, et aux paroles des historiens, comme nous on n'est pas encore historiens, Inch'Allah un jour peut-être, on se fie par rapport au consensus historique et aux documents historiques, authentiques. Je vous conseille vraiment de lire le livre de Hafsa Kara Mustafa, parce qu'il est vraiment injustement décrié, il n'y a absolument aucun racisme dedans. Il parle en fait des déclarations, même des instigateurs de ce mouvement qui est le berbérisme, c'est-à-dire comme Miloud Maamri,
Hossein Ait Ahmed, Kateb Yassine, etc., leurs paroles, leurs écrits, et ce qu'ils voulaient en fait pour l'Algérie. Malheureusement, à la fin de leur carrière de révolutionnaire, ils avaient plutôt des visions occidentales du modèle à suivre de l'Algérie, donc on aurait basculé dans une société occidentale, ce qui aurait fait de nous en fait les perdants parce qu'on se serait battu pour rien. Autant rester, si c'est pour bâtir un État laïque sans fondement identitaire, que celui du berbérisme et du français, autant rester sous colonisation française. Donc c'est tout le travail de la France qui a été entrepris. Et ils ont pris l'exemple sur les Anglais aussi et la crise qu'a subi l'empire colonial anglais lorsque les hindous et les musulmans se sont associés pour libérer l'Inde. La France a pris, si vous voulez, un enseignement de cette stratégie qui n'a pas fonctionné en Inde et l'a appliquée en Algérie. Donc aujourd'hui, ce qui est problématique, c'est que demain, on a un reportage sur France 2. On a un reportage sur France 2 qui est consacré en fait à l'Algérie et notamment à la dissidence en Algérie. Ce qui est totalement stupéfiant, c'est qu'ils invitent, apparemment, j'ai vu un extrait, ils invitent le MAC. Vous imaginez? Donc ils invitent le MAC, cette organisation considérée comme terroriste. Donc c'est une provocation, encore une fois, à l'égard de notre gouvernement. Encore une fois, ce n'est pas, je ne suis pas obsédé contre mes coreligionnaires kabyles, absolument pas. On est en train d'étudier un fait historique, et quand vous lisez le livre de Karl Mustafa, il vous recontextualise la relation qu'on avait entre nous en Algérie avant la colonisation française. C'est-à-dire qu'on était tous considérés comme un seul peuple des Arabes, d'accord? Même si on parlait différents dialectes, différentes langues. Pour preuve, il n'y avait pas de nom exotique chez nos coreligionnaires kabyles. Dans certaines contrées kabyles, par exemple, avant la colonisation française, c'était là où on trouvait la plus authentique sunna, qui était le plus proche en fait de l'Arabie, de Médine et de Mecca. Pour vous dire tellement c'était préservé. Il y a le code aussi, le code kabyle, le code patriarcal kabyle, vient en contradiction totale avec ce que la France a voulu imposer. Et ils sont venus avec la stratégie des ouvroirs. Donc les ouvroirs, c'est des ateliers en fait missionnaires avec les sœurs blanches et les pères blancs qui étaient consacrés à l'apprentissage de couture, etc., de petits métiers, et en même temps une stratégie de missionnariat, c'est-à-dire de convertir et d'évangéliser. C'est tout à fait connu. Il y en avait eu 27 en Algérie, et ils se sont concentrés notamment en Kabylie. Ils en ont ouvert 10, vous voyez, 10 dans un petit territoire comme la Kabylie, vous imaginez, alors qu'il y en avait 8 pour le Sahara, 5 pour Alger, 1 pour la vallée de Chlef, et 1 ou 2 autres de manière éparse. C'est pour vous dire qu'ils ont consacré tous leurs efforts à vouloir séparer et à exploiter en fait ce pseudo-particularisme qu'étaient les Kabyles, alors que ils étaient considérés comme arabes, tout le monde. Il n'y avait pas le mot mazir, déjà, qui provient d'un ouvrage d'Ibn Khaldoun. Il n'y avait pas de séparatisme au niveau des peuples. On sait qu'avant la colonisation arabe, les populations ont été morts, M-A-U-R-E-S, et ensuite c'était des morts et des Africains romanisés. Leur langue, ceux des citadins, on sait que les citadins à l'époque antique étaient ceux qui faisaient la politique, où il y avait les institutions politiques les plus fortes, et il y avait les ruraux et les montagnards où ils parlaient leur berbère, les différents berbères, et ensuite les citadins où ils parlaient un dialecte soit punique, mélangé avec du latin, etc. Donc Miloud Maamri, l'instigateur du berbérisme et un des instigateurs du berbérisme, et même de l'association et de l'agence en fait de l'apprentissage de la langue kabyle à Paris, disait lui-même dans ses ouvrages, il y a plein d'ouvrages, il y a notamment celui de 1989, où il disait qu'en 3000 ans d'histoire, il n'y a pas eu en fait réellement d'empire, ni d'empire berbère, ni vraiment à proprement parler de civilisation. Par exemple avec l'écriture, avec l'architecture, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de culture. C'est très différent. Donc c'était une population romanisée, plus ou moins, et ensuite à la conquête arabe, c'était byzantin. Donc voilà, il y a beaucoup de manipulations historiques qui ont été
fécondé par cette idéologie du berbérisme notamment, à vouloir absolument différencier les Kabyles des autres Arabes pour en faire une population à part, laïque, libre, où les femmes sont libres, etc. etc. Ce qui est en totale contradiction avec le code berbère ou le code kabyle, où même la femme est tellement austère que même la femme ne pouvait pas hériter de son père. Vous imaginez, où les vêtements étaient très très beaux, très ornementés, mais ils n'étaient pas, comme aujourd'hui, les robes, etc., qui sont une fabrication des printemps berbères et des révolutions, et des mouvements berbères des années 60-70, chapeautés déjà à l'époque, avant, au niveau de la robe et de la couture et de l'artisanat, par les sœurs blanches et les frères blancs. Vous pouvez voir la stratégie des ouvroirs en Kabylie. C'est totalement documenté, c'est du CNRS, c'est des grandes universités, que ce soit arabes, françaises ou américaines, qui documentent dans ces sujets. Je ne prends jamais de documents apocryphes, ou bien des documents qui ne font pas consensus. Ça ne m'intéresse pas, parce que je ne suis pas là dans la polémique. Je suis là pour démasquer et sensibiliser nos concitoyens et nos co-religionnaires sur une mystification qu'on nous a fait, même des différentes incuries des gouvernements algériens successifs, qui nous cachent en vérité notre histoire, la réelle histoire. Et c'est pour ça que je me dis qu'ils n'ont pas toujours intérêt à rouvrir ces archives françaises. Donc qui réécrirait, si vous voulez, qui bouleverserait, à mon avis, le récit national algérien et le récit de la révolution algérienne. Donc voilà, c'est des questions comme ça qu'on se pose, il y a sans passion. Les accusations et les procès en sorcellerie sont totalement contre-productifs, parce qu'on ne m'attaque jamais sur mes propos, comme le dit Yasmina Kara Mustafa. Et malheureusement, nous ne sommes pas panarabistes, encore une fois. Le panarabisme, comme je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises, est une idéologie laïque arabe, inclusive au niveau de la langue, inclusive au niveau des religions et inclusive au niveau de la culture et de la langue. Je n'ai rien à voir avec cette idéologie laïque qui a fait son temps, et qu'aujourd'hui, ce serait comme si on voudrait revenir à l'URSS. D'ailleurs, je l'apparente souvent à une parole de Poutine qui dit: celui qui n'a pas de nostalgie en se souvenant de l'URSS n'a pas de cœur, et celui qui veut retourner à cette époque n'a pas de tête. D'accord ? Donc c'est pour vous dire tous les intérêts qu'on a à étudier cette question de manière froide, et à vraiment voir ce qu'était notre culture avant la colonisation française. D'accord ? On était un peuple muhtaram, d'accord ? Ce n'est pas question de modernité. On était un peuple muhtaram, c'est-à-dire on était jaloux de notre honneur. Il n'y avait pas on n'avait pas comme creuset civilisationnel et commun entre nous la mixité et la culture européenne, pas du tout. C'est ce que les pères blancs, et c'est ce que les sœurs blanches, et c'est ce que le gouvernement français a toujours tenté de faire. Je vais vous donner un indice de compréhension. Vous avez vu, en France ou dans les pays francophones, on essaye toujours, quand il y a un Français qui présente à la télé, on essaie toujours de différencier un Algérien d'un Kabyle. On ne va jamais dire d'un Kabyle qui intervient qu'il est algérien. On va toujours dire qu'il est Kabyle. Pourquoi, à votre avis ? C'est un narratif très très simple qu'on impose à toutes les chaînes de rédaction, plus ou moins. Faites souvent, ils leur disent, et même j'ai même des amis qui interviennent ici et là dans des médias français depuis très longtemps. On leur dit souvent une petite astuce: différencier toujours entre les Algériens et les Kabyles. Pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est une tradition française. Ce que la France ne veut pas pour elle-même, elle l'applique à ses anciennes colonies. C'est-à-dire que la France au XIXe siècle, elle avait une politique extrêmement brutale à l'égard des langues régionales. On se souvient des bonnets d'âne qui étaient imposés aux enfants lorsqu'ils parlaient breton, ou bien dans des dialectes normands, ou bien du Languedoc ou du Languedoil, ou encore pire provençal, etc. Donc on leur mettait le bonnet d'âne. Il y avait une politique extrêmement brutale envers les enfants, souvent très très jeunes. Donc la France a une politique très brutale, très jacobine, pour en fait
rassembler son peuple autour d'une culture et une langue commune. Mais ça ne le veut pas en fait pour les autres pays. Comme ça, elle peut, si vous voulez, chapeauter son opposition ou une certaine partie de son opposition. Donc ce qui est dramatique, c'est que demain, on va assister à un reportage sur France 2, où on va inviter ce mouvement d'autonomie ou d'autodétermination kabyle, qui malheureusement aujourd'hui jouit quand même d'une sorte de mansuétude. Et nos frères et nos amis et nos co-originaires kabyles sont en première ligne, et c'est eux qui doivent absolument, parce qu'ils les connaissent encore mieux que nous, parce qu'il y a une proximité géographique, je dirais pas culturelle, parce que pour moi, on a tous à peu près la même culture, c'est des cultures qui sont mutuellement, comment dire, je vais pas dire intelligibles, mais qui sont mutuellement, qui sont à peu près mutuelles, parce il n'y a pas de, si vous voulez, de barrière entre les cultures en Algérie. Mais c'est eux, géographiquement, qui sont plus proches. Donc c'est eux qui doivent s'atteler. En plus, ils connaissent la langue et ils savent comment eux procèdent avec la propagande de cette langue. Deuxième chose aussi qui est très importante, c'est l'évangélisation. L'évangélisation qui a lieu aujourd'hui est stupéfiante. Et c'est un problème très très sérieux, car on sait que le catholicisme n'a rien à voir avec l'évangélisation protestante aujourd'hui en Kabylie. C'est un problème très 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 grave. Et j'ai beaucoup de cousins, notamment à Béjaïa, une famille complète, qui œuvrent par leur militantisme à arrêter, en fait, parce que c'est une doctrine plus politique que religieuse. Je vais vous donner une preuve, parce que leur champ dogmatique le plus important est la préservation de l'État et des intérêts de l'État d'Israël. L'État politique, non l'État spirituel ou philosophique. Ce qui est très dangereux, parce que ça va à l'encontre total de la politique algérienne historique et des intérêts de l'Algérie. Donc c'est de ça dont on parle. On ne parle pas de propos de bistrot, de racisme ou de xénophobie, absolument pas. On est bien évidemment une seule nation, indivisible, jacobine. Ce qu'il y a de bien avec le jacobinisme, c'est que c'est centralisé. Il y a une limite à cela, mais le jacobinisme arabe est une autre chose. Aujourd'hui, on se dirigerait plus vers un jacobinisme à l'algérienne, un État centralisé, fort. Et il serait absolument impensable. On sait très bien que les aspirations du MAC sont complètement folles et irréalisables, parce qu'on sait que la Kabylie n'a pas de ressources naturelles suffisantes pour être autonome, pour être indépendante, je veux dire. Ça, on le sait. Même pratiquement toutes les régions, sauf les régions du Sud avec le gaz, etc. Ça, on est d'accord. Mais par contre, comme le berbérisme et ceux qui sont en dessous savent que le MAC est délirant, eux, ils peuvent agir par en dessous en imposant, par exemple, lors des incuries successives des Bouteflika, des faits qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, qui n'ont rien à voir avec les Berbères, ni avec les Arabes, les imposer comme des postulats, comment dire, historiques et culturels, alors que pas du tout, ou bien des héros soi-disant berbères, mais qui n'ont absolument rien à voir avec l'Algérie, comme Chichaouk, je crois, qui est un héros qui a été imposé il y a de cela quelques années en Algérie, et qui n'a jamais mis les pieds en Algérie. Vous avez vu? Donc c'est la construction, comme le dit Miloud Maamri, c'est une construction, en fait, lui-même le dit, c'est une construction idéologique. Miloud Maamri, l'instigateur du berbérisme, le dit lui-même. C'est plus un combat, c'est plus une construction idéologique que vraiment culturelle et historique. C'est ça le grand danger. Il n'y avait pas de différence avant la colonisation française entre les Arabes et les autres. On était tous des Arabes. On avait tous les mêmes habits pratiquement. On avait tous la même langue et certains avaient leur langue à eux. En plus additionnelle, mais qu'ils écrivaient en arabe. Le Tifinagh, on le sait, il a été trouvé par Foucault dans le sud de l'Algérie. Il y avait des échantillons. Et encore, c'est douteux parce que Foucault, on sait très bien comment il a fini. Et ensuite, il y a eu des traces qu'on a trouvées aussi au Yémen, etc. C'est pour vous dire que le berceau de la civilisation moderne vient principalement d'Orient. Et ensuite, c'est pour vous dire que si on parle d'ADN, évidemment, il y a même des théories selon lesquelles, que ce soit les Berbères ou les Arabes, les Phéniciens, ensuite, les Phéniciens ont même des origines au Yémen, donc ça nous ramènerait tous au Yémen en vérité. Donc on ne parle pas de ça, nous, on ne parle pas de suprémacisme par le sang, comme dirait Yoann Chapoutot. On n'est pas en train d'établir des ethnies. L'Algérie n'est pas un État ethniciste. Pour moi, c'est un état d'esprit, l'Algérie. C'est des gens fiers d'être libres, mais
il y a certaines contre-vérités qui ont été brandies en vérité, en dogme, mais qui ne sont pas vraies. Et cela dû notamment à l'inconséquence ou à l'inexpérience de nos dirigeants. Il faut être prudent à cela et indulgent parce que on a été indépendant très tard, donc il n'y avait pas en fait d'expérience ni d'empirisme pour établir un État moderne digne de ce nom. Donc voilà, c'est des questions comme celle-ci dont on parle. Je vais lire ce livre et essayer d'en faire une synthèse. C'est un livre qui me paraît assez passionnant. Encore une fois, je me fie à la bibliographie comment dire, la plus authentique possible. Aucun article apocryphe et je vais vous citer par exemple des anecdotes totalement extraordinaires. C'est par exemple, il y a beaucoup de mythes qui ont été imposés aujourd'hui depuis ces 20 dernières années en Algérie qui n'ont absolument aucun fondement historique en Algérie. Et ils le savent, et ces mouvements le savent, mais en fait, eux, ils ne sont pas là pour faire de l'histoire, ils sont là pour réécrire l'histoire, pour falsifier l'histoire. Tout ça pour quel but, je ne sais pas, mais c'est un but suprémaciste. Donc voilà, je vous ai fait le résumé du livre. Je fais ce live en fait pour enregistrer parce que je n'ai pas pu enregistrer. J'ai fait 5 vidéos concernant cet ouvrage et je n'ai pas pu les publier. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je suis passé en live. C'est assez passionnant. Je vais le faire au plus vite parce que j'aurai beaucoup de travail à l'extérieur en dehors des réseaux sociaux très bientôt, à la fin du Ramadan, dans la deuxième quinzaine du Ramadan et après. Donc à mon avis, je ne serai pas présent. Donc on va faire un travail littéraire sur ce domaine. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'on va explorer. Et tous ces résumés, ceux que je viens de vous lire par exemple, sont issus en fait du CERN. Donc le CERN, c'est une banque de données très comme il faut, de sciences humaines c'est des infos concernant les sciences humaines et sociales. Et on va continuer notre petit cheminement pour débunker. Donc on est au bord d'un grand tournant en Algérie. Encore une fois, on l'a vu dans toute l'histoire des civilisations, une civilisation ne peut pas être bâtie sur des mythes. L'Algérie, bien sûr, évidemment, a une histoire très complexe et surtout les grandes émigrations après la conquête des Arabes. Il y a eu des vagues d'immigration successives d'Arabie parce que le Maghreb était connu pour avoir un climat très agréable et beaucoup plus supportable et fertile que dans le Golfe, et surtout aussi pour la conquête de l'Andalous. Donc voilà, comment dire, mon idéologie, je n'ai pas d'idéologie à proprement parler. Je favorise l'intérêt des musulmans et des Arabes en général, et de tous ceux qui vivent avec eux. Je n'ai pas d'idéologie. L'islam est inclusif, il fait fi de la race et des idéologies. Il est inclusif. Tant qu'on est musulman et qu'on combat pour nos intérêts, l'inversion permanente. Donc voilà, je vais essayer de lire Setska. Il fait monter. Setska, il fait monter que les Ayasha. Enfin, je comprends pas. Je connais pas Setska. Je sais qu'ils ont parlé de moi tout à l'heure. Asma. Ah, ça, Salma.